Dans quel ordre va se figer le classement constructeur 2022? Il ne reste que 2 courses et comme vous le voyez, seules la première et la dernière place sont déjà connues. Pour le reste, on a 4 gros duels et aujourd'hui, on va essayer de déterminer comment tout cela va se terminer. On attaque dans l'ordre avec le duel pour la deuxième place. Ferrari a encore 40 points d'avance sur Mercedes, mais une écurie peut encore en marquer 103 au maximum cette saison, course sprint incluse, ce n'est donc pas encore joué. Surtout que quand on regarde les dynamiques récentes, on se rend compte que les flèches d'argent jouent désormais dans la même cour que les flèches rouges. Si on exclut Mexico, où la performance de Ferrari était apparemment circonstancielle, Mercedes regarde dans les yeux Leclerc et Sainz. Elle est même souvent devant au niveau du classement et en termes de rythme. Preuve en est, depuis le Castellet, elle a marqué plus de points que son adversaire, 5 fois sur 9. Et si on ne prend que les 2 derniers Grands Prix, elle tourne à 30 points de moyenne contre 16 pour Ferrari. Bon, c'est évidemment beaucoup dû aux 2 abandons de Sainz à Suzuka et Austin. Sans ça, il n'y aurait plus trop de suspense déjà pour la deuxième place, car avec cette vingtaine de points en plus, Ferrari serait quasiment à l'abri. La Scuderia reste l'écurie la plus irrégulière et la plus sujette aux défaillances des deux, mais de manière réaliste, elle est censée rester devant. Les 2 équipes font jeu égal, donc le matelas de 40 points pour 2 courses est suffisant. Et surtout que si tout le monde termine entre la 2e et la 6e place, comme ça devrait être le cas, le barème de points ne permettra pas à Mercedes de remonter. Même si Hamilton et Russell font 2e et 3e à toutes les courses, il suffit à Leclerc et Sainz d'arriver 5 et 6, ce qui est le pire résultat que Ferrari peut obtenir normalement à la régulière. Donc en gros, il faudrait que Mercedes gagne un Grand Prix, fasse quasiment un perfect, et dans le même temps qu'on ait un abandon ou une défaillance d'une Ferrari. Et puis au final, est-ce que Mercedes a intérêt à prendre la 2e place? Gagner une place au classement, c'est remporter quelques millions d'euros en plus, mais ça Mercedes s'en fiche, et c'est surtout perdre 5 points de pourcentage sur l'utilisation de la soufflerie pour la saison prochaine où Mercedes veut repartir à 0 sur son concept et aura donc besoin d'un maximum de tests. Ça n'incite donc pas à aller chercher cette 2e place, s'ils l'ont pas, bah tant pis, voire même tant mieux. Au passage, vous notez que gagner une place au classement revient à prendre la moitié de la pénalité dont a écopé Red Bull pour dépassement du budget capé. Voilà, je rejoins ce que je disais dans la vidéo dédiée, pour moi c'est pas assez, fallait à minima mettre en plus une réduction du cap, mais c'est un autre sujet. Pour Mercedes, seule une victoire compte vraiment en cette fin 2022, le reste sera oublié dès Abu Dhabi, donc 2e ou 3e on s'en fiche et autant garder des forces pour 2023. En plus, en termes d'image, ça les dérange pas de finir 3e. Cette année, Mercedes n'a pas joué le titre mondial et il nous impose un storytelling qui est de dire qu'ils se sont ratés, qu'ils ne sont pas les favoris, qu'ils sont loin. Tout ça, c'est pour leur enlever de la pression. Or, en réalité, le concept Zero Pod n'est clairement pas si raté que ça. Déjà car il est aisément 3e du championnat et ensuite car il finit l'année vraiment pas loin du concept qui a rendu la Red Bull quasiment imbattable cette saison. Donc prendre la 2e place, ce serait aller à l'encontre de ce storytelling et on finirait par se dire, bah en fait finalement la saison de Mercedes, elle n'est pas si mal. Et ça je suis pas sûr qu'ils le veuillent parce que ça leur ajoute de la pression pour l'an prochain. Je vais peut-être un peu loin, mais tout ça pour dire que la 2e place n'est ni forcément un objectif, ni vraiment une bonne nouvelle pour Mercedes. Quant à l'inverse, Ferrari doit absolument la conserver. S'ils terminent 3e par rapport à la voiture qu'ils avaient en début d'année, ce sera vraiment le pompon sur la Garonne d'une saison qui est partie en steak. Pour conclure, avec tout ce que j'ai déroulé jusqu'ici, je continue de donner la 2e place à Ferrari pour un avantage d'environ 20-25 points. J'imagine un truc genre 130 à 105 ou 110 à Abu Dhabi, mais attention aux abandons. 2e bataille à présent, celle qui court depuis vraiment le tout début de l'année et qui a sûrement été la plus serrée, la plus intense, celle pour la 4e place entre Alpine et McLaren. Sincèrement, c'est frustrant parce que ça doit être la 50e fois que j'en parle depuis Bahreïn et je n'arrive pas à croire qu'Alpine n'ait pas encore plié les débats, seulement 7 points d'avance alors que tout penche en leur faveur. D'abord, le duo de pilotes. Alonso et Ocon sont réguliers et au top, quand en face, seul Norris fait un job incroyable, tandis que Ricciardo est en dessous et absent même un week-end sur 2.
On peut presque parler de supériorité numérique et en plus leur voiture elle est meilleure. Elle est mieux née, elle est mieux développée sur toute la saison, elle est plus facile à comprendre, elle est plus régulière. Non, quand on voit le niveau proposé cette année, il ne devrait pas y avoir photo. Mais si la course est toujours active, c'est car McLaren a très souvent su sauver les meubles, capitaliser en se servant de faits de course ou alors de bonnes décisions. Il y a de bon nombre de fois où ils auraient dû prendre bien plus cher. Mais aussi et peut-être surtout, on a une écurie alpine qui s'est souvent sabotée toute seule. Il y a eu des stratégies mal assurées, ça a coûté des points, mais il y a surtout un souci récurrent de fiabilité. 6 abandons pour Alonso plus une participation à un sprint en Autriche. Ocon, lui, c'est en qualif qu'il a souvent eu des ennuis et 2 fois, sa mécanique l'a empêché de rallier l'arrivée. On est bientôt pas loin des 100 points qui sont partis dans la nature à cause de ça. Il y a 8 abandons à 2, ça fait très mal. Je sais qu'Alpine l'avait annoncé en début d'année, mais quand même c'est beaucoup. En fait, ça relance sans cesse la lutte à la 4e place. Normalement, Alpine devrait l'avoir plié, mais sur les 5 dernières courses, ils ont abandonné 4 fois, donc McLaren est toujours là. Nous voilà donc aujourd'hui avec 7 points d'écart, mais toujours la même logique, Alpine doit finir devant. Elle a le meilleur package et le meilleur duo. L'écurie française a vraiment doublement son destin entre les mains et c'est très dommage d'avoir amené cette lutte jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu peux te faire surprendre alors que tu aurais dû plier ça. Maintenant, ça va se jouer sur sa performance à elle et sur sa capacité à aller au bout des courses. Sans abandon, normalement, c'est dans la poche. Concernant ce duel, il y a une petite donnée en plus, c'est la course sprint où, en toute logique, les 6 premières places devraient être occupées par les 3 top teams et du coup, ça laisserait 3 petits points dans la nature qu'il faudra aller choper et qui pourront valoir très cher dans le décompte final. Enfin bref, si tout se passe comme c'est censé se passer depuis déjà un moment, Alpine doit finir cette saison avec 25-30 points d'avance sur McLaren. Mais comme on va prendre en compte tous les éléments qui sont toujours déroulés jusqu'ici, je dirais que ça va plutôt se jouer pour une dizaine de points, mais quand même à l'avantage de l'équipe de Fernando et d'Esteban. Attention par contre, s'il n'y a pas de 4e place pour Alpine, c'est un très bel échec. Nouvelle bataille et peut-être celle qui a le plus de chances de voir les positions s'échanger à mon sens. Alfa Romeo et Aston Martin ne sont séparés que par 4 petits points pour la 6e place. Les hommes de Fred Vasseur ont mis un petit pansement sur l'hémorragie en prenant 1 point dans les conditions particulières de Mexico. En réalité, l'écurie n'en a inscrit que 2 depuis Montréal, une vraie descente aux enfers. Elle est bien loin la première partie de saison où ils jouaient les avant-postes dans le midfield. De l'autre côté, on a Aston Martin qui vit la situation exactement inversée. Le début d'année était catastrophique, mais la remise au niveau, elle est claire, et on le dit depuis au moins le Grand Prix de France, ils sont la 6e force de ce championnat. Ils se sont sortis des bas-fonds, clairement, ça se traduit dans les points, surtout récemment où ils ont enfin pu capitaliser sur des faits de course. Il y a 24 unités inscrites sur les 5 derniers week-ends, c'est quasiment la moitié de leurs points. Sur cette période-là, Aston prend 5,6 points par week-end, donc évidemment, avec ce rythme, il terminerait 6e. Alors, la moyenne est un peu faussée parce qu'il y a eu des courses folles très récemment du côté de Suzuka et de Singapour. Ils ne prendront pas toujours ce nombre de points-là, mais depuis le Castellet, ils en marquent quasiment à chaque fois entre 1 et 4. Donc clairement, la logique voudrait que tout revienne à Aston Martin. Et oui, surtout car Alpha donne l'impression de ne plus pouvoir se battre pour des top 10, elle n'y arrive plus. Bottas en plus fait une deuxième partie de saison moins bonne, et Joe n'est qu'un rookie. Bref, il n'y a pas trop photo entre le niveau des 2 voitures à la régulière. En plus, Aston peut compter sur un Stroll qui enfin est compétitif depuis, je vais dire 5 ou 10 Grands Prix, et un Vettel qui nous fait une tournée d'adieu en mode rockstar. Le problème, c'est que les hommes de Lawrence Stroll nous ont aussi habitués à quelques trous d'air, que ça vienne de la machine, de l'écurie ou bien des pilotes qui ont aussi fait leur lot d'erreurs. La preuve à Mexico, soudainement, c'était hors du coup alors qu'à Austin ça marchait du tonnerre. L'écurie est aussi généralement moins bonne en qualif, c'est parfois très mauvais, et globalement ils font quelques bêtises. À eux de ne pas en faire s'ils veulent figurer du mieux possible dans cette fin de saison. Il y a aussi une autre donnée très importante pour ce duel, c'est qu'à la régulière, les 2 équipes ne sont pas censées scorer de points. En effet, si les 2 Red Bull, les 2 Mercedes, les 2 Ferrari, les 2 McLaren et les 2 Alpine terminent à leur place, eh bien le top 10 est déjà bouché et Aston score 0 points. Alors on est d'accord, normalement il y a toujours un petit quelque chose qui se passe, ça arrive quasiment jamais qu'on ait les 10 meilleures voitures classées dans l'ordre, mais bon, il va falloir qu'il se passe un petit quelque chose.
On peut compter quand même là-dessus sur une écurie Aston qui, depuis le milieu de saison, est quasiment toujours à la porte des points. C'est eux à chaque fois qui récoltent les miettes. Donc au final, avec 2 courses restantes et vu la dynamique des 2 équipes, je me dis qu'Alfa Romeo semble vraiment sans défense. Je ne les vois pas retourner dans le top 10, je ne les vois pas marquer de points, quand pendant ce temps, Aston, selon ses standards, va en prendre entre 2 et 8. Ça va pas se jouer pour beaucoup, mais oui, je parie sur l'écurie de Stroll devant l'écurie de Vasseur. Allez, on termine par le duel pour ne pas finir à l'avant-dernière position entre Haas et AlphaTauri. Pour l'instant, c'est l'écurie américaine qui tient la corde pour un petit point. Et là, c'est encore plus particulier puisqu'on parle de 2 équipes qui sont vraiment très loin. On disait déjà qu'Aston allait avoir du mal à marquer des points potentiellement, alors eux, encore plus. C'est surtout vrai pour Haas qui, en dehors du coup tactique tenté et réussi avec Magnussen à Austin, dans une fin de course vraiment singulière, n'a pas été capable de scorer depuis son superbe Grand Prix d'Autriche. La disette était énorme. La logique de ces derniers temps, de ces derniers mois, voudrait totalement que Haas termine avec 36 points. Je ne vois pas comment ils peuvent faire pour re-rentrer à nouveau dans le top 10, à part évidemment une course qui sorte du rationnel. Et encore. AlphaTauri, elle en revanche, a plus de cartes en main, a plus d'opportunités de s'intégrer au top 10. Pierre aurait pu le faire à Mexico sans la pénalité, et il l'a fait à Singapour et Monza. Tsunoda, lui, était 10e à Austin. Au total, cette saison, ils ont scoré des points dans 10 Grands Prix sur 20, contre 6 pour Haas. Ça montre que voilà, ils sont plus proches de ce qu'il faut pour scorer. Pour dire le fond de ma pensée, j'imagine AlphaTauri capable de gratter 1, voire 2, voire 4 points sur les 2 derniers Grands Prix. Vraiment le bout du monde, mais ils peuvent le faire quand Haas, elle, ne le peut pas. Ça, c'est plutôt la théorie. Le truc, c'est que la petite sœur de Red Bull, cette saison, elle a aussi fait beaucoup trop d'erreurs bêtes qui lui ont déjà coûté cher. Elle a prouvé qu'elle n'était parfois pas vraiment au niveau. On a aussi un Tsunoda qui reste encore beaucoup trop inconstant et un Pierre Gasly qui va devoir conduire avec beaucoup de prudence puisqu'il est à ça d'une course d'exclusion. Le Français est également à la fin de son histoire avec l'écurie, on sait que c'est toujours moins facile, et puis avec un avenir scellé et plus alléchant chez Alpine, il est nécessairement moins à fond. Donc mine de rien, vu ce qu'ils ont proposé depuis Bahreïn, prendre 2 points voire plus, ça va quand même être très difficile pour AlphaTauri, et je vais partir sur un pari un peu surprenant, je vais dire que va y avoir égalité, AlphaTauri ne prendra qu'un petit point, et en cas d'égalité, c'est Haas qui sera 8e. En effet, parce qu'à ce moment-là, on regarderait les meilleurs résultats. Les 2 équipes ont toutes les 2 une 5e place au compteur. Magnussen à Bahreïn pour Haas et Gasly à Bakou pour AlphaTauri. Mais au niveau des 2e meilleurs résultats, c'est Haas qui gagne avec la 6e position de Schumacher en Autriche quand AlphaTauri n'a jamais terminé 6e cette année. Donc là, pour le coup, le moindre détail peut vraiment tout changer et il me semble qu'entre la 8e et la 9e place, il y a un différentiel de 4 millions de dollars, ce qui pour ces 2 écuries est plutôt important. Donc comme quoi, il reste des choses à regarder dans cette fin de saison. Surveillez la fin du top 10. Si jamais vous y voyez une Aston, une Alpha, une Haas ou une AlphaTauri, sachez que ça peut avoir des conséquences grandioses sur le constructeur. Et bien voilà, vous avez donc mon classement constructeur 2022 final. Il n'y a qu'une chose qui bouge, c'est Aston qui double Alfa Romeo. J'attends évidemment désormais le vôtre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de sprint à Interlagos. Apparemment, il va beaucoup pleuvoir, donc prévoyez des choses pour tenir tout le week-end. Likez, abonnez-vous et rendez-vous lundi pour le déprix. On se quitte avec un Enzo Ferrari qui prend le pari que Ferrari va ce week-end égaler le record de victoire au Brésil détenu par McLaren. C'est beau de rêver. À bientôt.